Bonjour à tous, Anne-Marie Jourgeon, je suis responsable du programme Fiscalité à la FERDI avec Grégoire Rota-Graziosi et je vais assurer le rôle de modérateur pour ce troisième webinaire de la plateforme française pour la mobilisation des recettes intérieures publiques. Alors, le thème de ce webinaire est la fiscalisation de l'aide publique au développement. C'est une question qui est débattue déjà depuis plusieurs années. On a maintenant de plus en plus souvent admis que taxer au droit commun les projets financés sur l'extérieur était une bonne chose. C'est un consensus qui reste toutefois fragile et je pense que ce webinaire va justement tenter de préciser quel avenir on peut envisager à court terme pour ce sujet-là. Voilà. Alors, comme les deux, en ce qui concerne le déroulé du webinaire, eh bien, comme les deux webinaires précédents, une note introductive rédigée par la FERDI va être présentée et ensuite, on aura différentes interventions. La première, celle de M. Jacques Sasseville des Nations Unies, qui nous donnera un aperçu des nouvelles lignes directrices des Nations Unies sur le sujet, qui vont être publiées très prochainement. Ensuite, nous aurons Joseph Stitt, qui est analyste principal à l'OCDE, qui interviendra sur le lien entre la taxation de l'aide et la mobilisation des ressources internes. Et puis, le point de vue de la Commission de l'Union européenne nous sera présenté par Elise Adman, qui est chef d'équipe à DEFCO à la Commission. Alors voilà pour les trois premières interventions. Nous aurons ensuite trois interventions qui aborderont plus un côté opérationnel de la fiscalisation de l'aide, puisque M. Hubert Demilly présentera les implications de la fiscalisation de l'aide pour l'AFD. Il est conseiller politique à la direction de la stratégie de l'AFD. On aura ensuite, en principe, car il n'est pas encore connecté, M. Adrien Toquet qui devrait nous présenter l'expérience du Cameroun, puisque le Cameroun est un pays qui a récemment légiféré sur la fiscalisation de l'aide projet. Et puis, enfin, nous aurons une présentation de Charles Yewuenu, qui est directeur de l'unité de politique fiscale à Cotonou au Bénin et qui nous parlera de l'expérience du Bénin en ce qui concerne la prise en charge de la fiscalité des projets financés par l'extérieur au Bénin. Voilà. Après ces trois interventions, on consacrera un peu de temps pour répondre, le temps qui reste pour répondre aux questions que vous pouvez poser dans l'onglet qui apparaît sur votre écran. Voilà. Peut-être avant de passer la parole à ma collègue Émilie Caldera, je voudrais vous faire une précision et vous dire que quand on parle de la fiscalisation de l'aide, c'est un peu en fait un abus de langage, puisqu'il ne s'agit pas vraiment d'une exonération classique qui est actuellement accordée au projet, mais plutôt une prise en charge par les États des pays receveurs des droits et taxes applicables à ces projets. Et tout ça, bien évidemment, avec des conséquences. Et je crois que justement, ces conséquences feront l'objet de discussions au cours de ce webinaire. Alors voilà, je vais laisser la parole à Émilie, qui va présenter la note que nous avons rédigée avec notre collègue Grégoire Rota-Graziosi, qui fait partie aussi des intervenants. Émilie, tu as la parole. Merci beaucoup Anne-Marie. Donc effectivement, je suis ravie de présenter cette note introductive que l'on a intitulée donc la fiscalisation de l'aide publique au développement. Quel avenir pour un consensus fragile? Donc c'est une présentation qui a seulement pour objectif de cadrer et de lancer les débats, et je vais essayer de ne pas être trop longue. Donc c'est une question qui est relativement ancienne, hein, puisque dès le milieu des années 2000, l'exonération des projets financés par l'aide extérieure a été débattue sur la scène internationale, et puis les conséquences de son maintien ont été questionnées et bon nombre d'arguments en faveur de sa suppression ont été mis en exergue. Donc, c'est une pratique ancienne des donneurs qui varie d'ailleurs selon les conventions particulières qui lient les différents bailleurs et les différents pays receveurs. Donc, en général, elles concernent la fiscalité indirecte, mais les exonérations peuvent être étendues à d'autres impôts directs comme l'impôt sur les sociétés, voire l'impôt sur les revenus des personnes physiques, les droits d'enregistrement, les impôts locaux, etc.
Cette diversité, finalement, se traduit par une prolifération des régimes fiscaux applicables aux titulaires des marchés financiers par l'aide publique au développement. Donc, on trouve à l'origine deux principales justifications à cette pratique d'exonération. D'une part, une volonté de fournir à moindre coût des projets aux pays receveurs et d'autre part, une défiance des bailleurs vis-à-vis de la qualité des institutions financières des pays receveurs. Alors, pour revenir à la première justification, elle répond finalement à une logique de réduction des coûts des marchés publics qui concerne d'ailleurs tous les marchés publics, que ce soit avec ou sans financement extérieur. Et donc, on suppose derrière cet argument que l'incidence fiscale est essentiellement supportée par le preneur du bien livré ou de la prestation, donc par le receveur. En réalité, il serait sans doute nécessaire de faire une analyse détaillée de l'incidence fiscale dans le cadre de ces marchés publics pour connaître la réelle incidence fiscale d'une telle taxe. Et il est vraisemblable qu'in fine, l'incidence fiscale dépende surtout des modalités de passation des marchés. Si l'appel d'offres est réellement concurrentiel, alors dans ce cas, les marges des titulaires des marchés publics sont naturellement réduites. On se rapproche d'un marché en concurrence pure et parfaite. Et donc, dans ce cas, effectivement, toute fiscalité ou exonération de fiscalité se répercute bien sur le prix du bien ou du service qui est alors livré au pays receveur. Et dans ce cas, l'argument est valable et l'exonération permet bien de réduire le coût pour le pays receveur. Mais si en revanche, on a une concurrence qui est limitée dans le processus de passation du marché public, dans ce cas, le titulaire peut réaliser une marge bénéficiaire substantielle qui serait fiscalisée par les impôts assis sur le bénéfice sans qu'il y ait une hausse de prix. Et donc, dans cette situation, une partie seulement de la taxe pourrait se répercuter dans le prix et le titulaire pourrait réduire sa marge. Dans ce cas, alors, l'exonération fiscale permet aux titulaires de dégager des bénéfices supplémentaires et donc finalement bénéficie aux bailleurs. Donc, c'est un sujet qui pourra peut-être être développé par la suite si Grégoire veut rajouter quelque chose sur le sujet. La seconde justification de l'exonération fiscale, c'est la défaillance des bailleurs qui trouve son origine dans le caractère jugé déraisonnable du système fiscal de la plupart des pays en développement. Alors, c'était vrai par le passé, ça concernait d'ailleurs autant la politique fiscale la politique fiscale et douanière que leurs administrations. On trouvait des taux qui étaient très élevés, il pouvait y avoir même une multiplicité des taux, une loi fiscale peu transparente, une interprétation potentiellement abusive des textes, un risque de discrimination, de corruption, etc. Et donc, l'idée, c'était que les pays donneurs cherchaient à éviter d'alimenter les budgets des États receveurs qui étaient considérés comme défaillants, mal gouvernés, voire corrompus. Et donc, dans ce cadre, finalement, l'aide publique au développement, elle se substituait aux actions qui auraient dû être menées par des États qui étaient alors défaillants. Et donc, les pays receveurs acceptaient en quelque sorte de prendre en charge les impôts et les taxes qui étaient dus sur les projets compte tenu de ce contexte. Aujourd'hui, cette justification relative donc à une fiscalité déraisonnable apparaît plutôt obsolète, puisqu'un grand nombre de pays en développement ont engagé des réformes importantes qui ont très fortement amélioré l'efficacité de leur système, les rendant plus raisonnables. Alors, plus précisément, quels sont les arguments qui reviennent souvent dans la littérature contre le maintien de ce système ? Alors, le premier argument, le plus évident sans doute, c'est l'argument en termes de perte de recettes. On estime que les pertes de recettes pourraient être importantes, jusqu'à 2 voire 3% du PIB dans les pays où les recettes sont faibles, particulièrement dans les États considérés comme défaillants. Et d'ailleurs, ce sont les régimes fiscaux dérogatoires qui sont souvent considérés comme la première cause des insuffisances des politiques fiscales dans les pays en développement, qui se caractérisent par des taux trop élevés et des assiettes étroites. D'ailleurs, un effort important a été entrepris dans la plupart des pays en développement pour mieux connaître et mieux maîtriser les régimes dérogatoires. Il y a dans la plupart de ces pays des rapports d'évaluation des dépenses fiscales qui sont publiés chaque année en annexe de loi de finances pour, d'une part, améliorer la transparence de ces régimes et, d'autre part, favoriser la rationalisation
des dépenses fiscales. Donc, dans un tel contexte, les exonérations relatives à l'aide projet sont paradoxales, puisqu'elles affectent directement la capacité des pays en développement à mobiliser leurs recettes fiscales, qui est un objectif prioritaire. Donc, au-delà de ces pertes de recettes directes, l'exonération de l'aide projet a des effets néfastes sur la formalisation de l'économie des pays aidés puisqu'elle entretient l'informalité. En particulier, en matière de TVA, elle est particulièrement dommageable puisqu'elle brise la chaîne de taxation de cet impôt. Elle engendre également des distorsions importantes qui conduisent à finalement favoriser les importations au détriment de la fourniture des biens et services locaux. Pourquoi ? Simplement parce que les sous-traitants ou fournisseurs locaux ne sont pas a priori bénéficiaires de régimes d'exonération fiscale. Donc, selon la nature concurrentielle de leur marché, une partie plus ou moins importante des impôts et droits et taxes qu'ils acquittent sont répercutés dans le prix de vente. Alors, le problème est particulièrement délicat en matière de TVA, puisque l'exonération de leurs clients, donc des titulaires du marché public, leur interdit de collecter de la TVA sur leur livraison des biens ou leurs prestations de services. Donc, les sous-traitants nationaux sont alors en situation de crédit de TVA. Or, dans de nombreux pays en développement, seuls les exportateurs sont éligibles au remboursement de crédit de TVA. Donc, ces sous-traitants qui sont exclus du droit à rembourser sont donc contraints soit de réduire leur marge bénéficiaire, soit de reporter une partie de leur TVA dans leur prix hors taxe. Et donc, l'importation s'avère moins coûteuse que le recours à un achat local. D'où cette discrimination importante. Donc, dans ce cas, la solution qui est souvent adoptée, pour réduire ces désavantages fiscaux des achats locaux, c'est finalement d'étendre ce régime dérogatoire aux sous-traitants nationaux, avec un risque important, encore une fois, d'érosion de la base imposable et aussi de fraude fiscale. Et puis, c'est particulièrement complexe puisque les entreprises locales réalise également des activités avec des clients qui relèvent du droit commun, et aussi parce que la portée des régimes dérogatoires varie, comme on l'a dit, d'un bailleur à l'autre, d'où la complexité de ce système. De manière générale, la multiplication des régimes dérogatoires complexifie le travail des administrations fiscales et douanières. C'est une surcharge de travail importante en termes de suivi et de contrôle des exonérations, et ça augmente naturellement le risque de fraude et de corruption. Et puis de même, toujours de manière générale, ça alimente le développement d'une culture de l'exonération. Ça incite à un accroissement des demandes d'exonération, notamment de la part des pays émergents, alors que c'est parfois difficile de distinguer les interventions qui relèvent de l'aide publique au développement des autres. Les ONG aussi, qui sont d'ailleurs souvent en nombre, et donc ça accroît les risques de fraude de manière assez importante. Alors, outre tous ces arguments d'inefficacité économique pour les pays receveurs, l'exonération de l'aide, c'est aussi un coût de transaction important pour les pays donneurs, puisqu'il faut comprendre les textes et les procédures. Et puis, il y a toujours des procédures de délivrance des exonérations qui sont chronophages, des démarches fastidieuses, répétitives. Donc, finalement, la fiscalisation, c'est un peu abusif de le dire comme ça, la fiscalisation de l'aide projet est largement présentée comme un moyen de renforcer les systèmes fiscaux, de redéployer les ressources humaines de la gestion des exonérations à la collecte des impôts, d'améliorer la transparence également, de favoriser la formalisation des économies, de permettre une égalité de traitement pour tous les partenaires techniques et financiers, et d'éviter les distorsions qui sont en la défaveur des producteurs locaux. Donc, dans ce contexte, dès le début des années 2000, sous l'impulsion de la Banque mondiale qui a officiellement déclaré accepter de payer des taxes, sous réserve qu'elles soient raisonnables, les bailleurs ont reconsidéré leur position dans le cadre de l'International Tax Dialogue. Et finalement, malgré les projets, il y avait un projet de directive notamment qui n'a jamais été validé, aucun document qui a été publié, rendu public entre 2007 et aujourd'hui. Enfin, il y a quand même des actualités, on en reparlera après. Mais néanmoins, cette question d'exonération a été régulièrement évoquée dans les débats. Donc,
en dépit des changements de discours, pendant un certain temps du moins, on a constaté un statu quo important, hein, et les projets financés par l'aide extérieure sont restés jusqu'à aujourd'hui largement exonérés, réduisant d'ailleurs la crédibilité des pays donneurs et la cohérence de leur politique d'aide. Premièrement, parce que le maintien de ce système est en parfaite contradiction avec les discours des donneurs sur le renforcement des capacités des administrations fiscales, en particulier sur les engagements qu'ils ont pu prendre, notamment pendant la déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide, hein, où ils se sont engagés à s'appuyer sur les systèmes nationaux existants pour renforcer et favoriser une meilleure appropriation de l'aide par les pays receveurs. Deuxièmement, parce que tous les bailleurs reconnaissent que la mobilisation des ressources intérieures publiques est une priorité absolue, hein. Ils font de la lutte contre la prolifération des exonérations une priorité. On remet aussi facilement en cause leur efficacité à attirer les IDE ou à lutter contre les inégalités. Donc, dans un souci de cohérence, il est difficile pour les bailleurs d'exiger parallèlement le maintien de régimes dérogatoires dans le cadre de leurs activités de coopération. Troisièmement, peut-être, il y a un argument qui est souvent évoqué, et celui de dire que la fiscalisation de l'aide conduirait à diminuer les montants d'aide qui sont affectés directement au projet. Et c'est un argument qui se comprend difficilement quand cela concerne des pays qui pratiquent de l'aide budgétaire en plus de l'aide projet, puisque le CAD a assuré dès le début des discussions que l'aide projet, si elle était taxée, serait comptabilisée toutes taxes comprises, hein. Donc la taxation des projets financés par l'aide n'aurait donc aucun impact sur le montant de l'aide allouée, hein, puisque la taxe s'apparente finalement à une aide budgétaire globale. Alors, où en est-on aujourd'hui? Alors, peut-être un point de contexte. On a rédigé une brève à la Ferdi sur ce sujet, hein. Il nous semble que la crise sanitaire actuelle, c'est plutôt un argument supplémentaire pour remettre en cause définitivement l'exonération de l'aide projet, puisque en période d'afflux important d'aide extérieure, la faiblesse des administrations doit être considérée comme un argument supplémentaire pour inciter à la fiscalisation de l'aide, hein, pour réduire la charge administrative de cette gestion du suivi et du contrôle de ces exonérations. Il nous semble aussi que la fiscalisation de l'aide projet ne pourra se faire que de manière progressive, hein, parce qu'il existe de nombreuses contraintes, hein, notamment le cadre juridique qui régit les relations entre les bailleurs et les receveurs constitue un frein à l'application des droits et taxes. Et une suggestion peut-être, une approche graduelle pourrait passer par l'établissement d'une liste négative de biens qui ne pourraient en aucun cas bénéficier d'exonération fiscale, comme c'est le cas dans l'accord de Cotonou de 2000, qui définit le partenariat des pays en développement, entre les pays en développement et les États membres de l'UE, et qui précise par exemple que les produits pétroliers utilisés dans le cadre de projets financés par l'Union européenne sont censés supporter la fiscalité de l'État récipiendaire. Donc cette disposition pourrait être finalement élargie à d'autres bailleurs et à d'autres types de biens pour avoir une approche plus graduelle, hein, de la fiscalisation de l'aide. Et puis sans doute, une première étape de la défiscalisation de l'aide pourrait être déjà la rigueur dans la gestion des exonérations liées à l'aide projet, améliorer les mécanismes de prise en charge des droits et taxes par les États pour assurer un suivi rigoureux des recettes d'ordre qu'elles génèrent, hein. Et ces recettes d'or ne doivent en aucun cas être assimilées à des recettes cash, hein, si besoin. Anne-Marie pourra sans doute compléter sur ce sujet parce qu'elle a une expérience là-dessus, hein. Par définition, les dépenses d'ordre qui doivent être budgétisées doivent permettre de maintenir un équilibre entre les dépenses d'ordre et les recettes d'ordre. Alors, je pense que j'ai un peu dépassé le temps qui m'était imparti. Pour conclure peut-être, il semblerait que le contexte international est plutôt aujourd'hui propice à des avancées plus concrètes.
En particulier, en octobre dernier, le comité d'experts sur la coopération internationale en matière fiscale des Nations Unies a recommandé aux pays receveurs et à l'ensemble des bailleurs de rendre public et de favoriser la diffusion de toutes les mesures légales fournies, qui concernent l'exonération de l'aide projet. Et une directive sur le traitement fiscal de l'aide projet doit être finalisée avant la fin 2020. On entendra parler d'ici peu. Voilà, je vais peut-être passer la parole à Grégoire et Anne-Marie parce que je ne voudrais pas avoir oublié certains points de cette note. Donc voilà, je vous remercie de votre attention. Bon, et Grégoire, moi, je n'ai rien à ajouter parce que j'en ai pris beaucoup de temps et je pense que beaucoup de choses ont été dites. Grégoire, si tu veux ajouter quelque chose? Non. Non? Non, bon. C'est bon. Alors, voilà, écoutez, ce qu'on a essayé de faire dans cette note introductive, c'est de rappeler la situation, les réflexions, enfin l'état de la réflexion sur cette question de la fiscalisation de l'aide. On a rappelé les nombreux arguments en faveur de la remise en cause du système actuel et des directions que ça pouvait prendre, mais on est bien conscient qu'il existe des contraintes qui sont des contraintes essentiellement opérationnelles et qui impliquent qu'il va falloir certainement beaucoup de temps pour aller dans le sens pour faire bouger les lignes et essayer d'aller dans le sens de cette fiscalisation de l'aide. Alors, c'est la raison pour laquelle c'est tout à fait intéressant maintenant de passer la parole aux gens qui ont des positions plus récentes sur cette question et qui vont nous faire part de leurs remarques et de l'état de la réflexion. Mais tout d'abord, Jacques des Nations Unies qui va nous présenter un aperçu justement de ces nouvelles lignes directrices qui sont en train d'être rédigées par les Nations Unies pour pouvoir donner des orientations justement sur cette question de la fiscalisation de l'aide et qui prend en compte toutes les contraintes et toutes les difficultés qu'on peut rencontrer quand il s'agit de passer à la mise en application. Jacques, vous avez la parole. Merci, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, pour préciser ce que le comité d'experts des Nations Unies a adopté, ce sont une série de lignes directrices et il n'y a pas de directive, surtout dans la signification européenne du mot directive, qui est en cours de rédaction aux Nations Unies. Alors, les lignes directrices ont été complétées et adoptées le 23 octobre 2020 par le comité d'experts des Nations Unies sur la coopération internationale en matière fiscale. Au même moment, le comité a adopté une recommandation qui porte spécifiquement sur la transparence des dispositions fiscales qui pourraient être incluses dans des accords portant sur l'aide gouvernementale. Pour préciser la nature des lignes directrices, il faut comprendre qu'est-ce que c'est que le comité d'experts des Nations Unies sur la coopération internationale en matière fiscale. C'est un comité qui est composé de 25 experts qui sont choisis par le secrétaire général des Nations Unies à partir de nominations par les gouvernements des pays membres des Nations Unies. Ces experts agissent en leur titre personnel, même si presque tous sont des fonctionnaires qui proviennent de ministères de Finances ou des administrations fiscales. Un peu plus de la moitié des experts qui composent le comité proviennent de pays en développement. La nature des lignes directrices, c'est important de le comprendre. Ce sont des documents ce sont des lignes directrices qui ne sont pas des règles contraignantes. Alors, ni les lignes directrices, ni la recommandation qui ont été adoptées par le comité constituent des règles qui sont contraignantes pour les États membres des Nations Unies. Ces lignes directrices et cette recommandation représentent uniquement la position des experts en matière de fiscalité internationale qui agissent à titre personnel, à titre de membres du comité. Elles n'ont pas été adoptées, les lignes directrices et la recommandation n'ont pas été adoptées par les États membres des Nations Unies. Historique. On a déjà fait référence aux travaux de l'International Tax Dialogue, l'ITD, le précurseur de la plateforme sur la collaboration en matière fiscale, qui ont été menés au milieu des années 2000. Alors, ces travaux
C'était des travaux qui étaient menés par le secrétariat de l'OCDE, du Fonds monétaire et de la Banque mondiale, et qui ont abouti à la présentation au Comité d'experts des Nations unies, la présentation d'une note qui contenait une description des problèmes soulevés par les exonérations fiscales consenties pour les projets d'aide gouvernementale. Alors, ces problèmes, on vient de vous les expliquer. Cette première note avait été suivie en 2007 d'un premier projet de ligne directrice. Alors, ce premier projet n'a pas été abandonné. Il a tout simplement été mis en veilleuse pendant à peu près 10 ans. Le projet devait faire, en principe, l'objet d'un dialogue avec les agences d'aide au développement, mais le dialogue n'a jamais eu lieu. Il ne semblait pas que c'était un problème qui avait une grande importance pour les agences d'aide au développement. Ce n'était probablement pas le cas dans le cas des pays récipiendaires d'aide, mais les agences d'aide au développement n'étaient pas très intéressées à discuter avec le comité d'experts des Nations unies. Donc, le projet de 2007 est demeuré sans suite jusqu'en 2015 et le tout a été relancé par l'adoption par les Nations unies du programme d'action d'Addis Abeba. Alors, la dernière phrase de la section, du paragraphe 58 de la section coopération internationale pour le développement du plan d'action d'Addis Abeba, et je vous rappelle que le plan d'action a été adopté par les Nations unies, donc a été adopté par l'ensemble des membres des Nations unies. Donc, cette dernière phrase se lit comme suit. Je cite, « Nous envisagerons aussi de ne pas exiger des exonérations d'impôts sur les biens et services fournis de gouvernement à gouvernement, en commençant par renoncer au remboursement des taxes sur la valeur ajoutée et des taxes sur les importations. » Alors, il faut quand même constater que les mots utilisés sont très prudents. Nous envisagerons de ne pas exiger, et non pas nous n'exigerons pas. Cette phrase nous a permis aux Nations unies de continuer les travaux qui avaient été entamés au milieu des années 2000 et le comité d'experts des Nations unies a donc relancé ces travaux par l'intermédiaire d'un sous-comité d'une dizaine de membres du comité et de représentants des 4 partenaires de la plateforme. Les 4 partenaires étant les Nations unies, l'OCDE, le Fonds monétaire et la Banque mondiale. Alors, ce sous-comité a complètement révisé et a complété le projet de 2007 et suite à des discussions durant 4 réunions du comité d'experts, les lignes directrices et la recommandation ont été approuvées en octobre. Donc, les travaux sont terminés du côté du comité des experts. Que contiennent les lignes directrices? En fait, les lignes directrices représentent 13 principes qui sont supportés par le rappel de quelques normes internationales en matière de fiscalité et supportés également par des explications détaillées sur les 13 principes et les normes internationales auxquelles les lignes directrices font référence. Le premier principe est de loin le plus important. Je cite à peu près une traduction de la version anglaise parce que le projet est en cours de traduction. Non pas le projet, mais les lignes directrices sont en cours de traduction. Alors, ce premier principe est le suivant. Les pays donneurs, leurs agences d'aide au développement ainsi que les organisations gouvernementales internationales par l'intermédiaire desquelles l'aide gouvernementale est fournie, sont encouragés à s'abstenir d'exiger des exonérations fiscales en ce qui concerne les projets d'aide gouvernementale, sauf dans la mesure où, et seulement tant que, les règles fiscales du pays bénéficiaire ne sont pas compatibles avec les normes fiscales internationales décrites dans les lignes directrices, ou dans des cas exceptionnels où un examen de la structure de gouvernance, du système fiscal ou d'administration fiscale de ce pays, donc du pays récipiendaire, soulèverait de graves inquiétudes quant au paiement de taxes et d'impôts à ce pays. Les arguments qui sont typiquement soulevés pour justifier les exonérations fiscales pour les projets d'aide sont présentés et réfutés dans les explications détaillées sur ce premier principe. Alors, de loin, c'est le principe le plus important. Les 2 principes suivants visent la transparence. Le premier est que aussi bien les pays bénéficiaires que les pays donneurs, leurs agences d'aide au développement ainsi que les organisations gouvernementales internationales par l'intermédiaire desquelles l'aide est fournie, sont encouragés à élaborer, revoir périodiquement et dans la mesure où c'est approprié,
rendent public leur politique concernant le paiement des impôts. Donc, les pays bénéficiaires et les pays donneurs devraient documenter quelle est leur politique en matière d'exonération fiscale qui pourrait être accordée à des projets d'aide gouvernementale. Le second principe de transparence a été renforcé par l'adoption de la recommandation à laquelle j'ai déjà fait référence. Selon ce principe et selon la recommandation, les pays bénéficiaires et les pays donneurs et leurs agences d'aide au développement sont encouragés à s'assurer que toute partie d'un document concernant un projet d'aide qui vise le traitement fiscal de ce projet soit rendue publique sous réserve de respecter la confidentialité des informations touchant les contribuables. Les principes 7, 8 et 9 des lignes directrices visent la mise en œuvre des dispositions fiscales qui pourraient être incluses dans un accord visant un projet d'aide gouvernementale. Il s'agit de s'assurer que les exigences d'un État récipiendaire visant l'entrée en vigueur de mesures fiscales soient respectées. Si on a besoin de législation, cette législation doit donc être adoptée. Deuxième principe, les pays bénéficiaires devraient tout mettre en œuvre pour prévoir l'impact sur les recettes publiques des exonérations consenties et pour préparer régulièrement et rendre public des rapports d'évaluation des dépenses fiscales. Et le troisième principe visant la mise en œuvre, lorsque des exonérations fiscales sont consenties, les pays sont encouragés à utiliser des mécanismes qui visent les charges administratives et à éviter les charges administratives et les risques d'abus. Les derniers principes 10, 11, 12 donnent des exemples de tels mécanismes qui visent en particulier l'importation de marchandises et les changements d'utilisation de marchandises importées dans le cadre d'un projet d'aide au développement. Le dernier principe, la ligne directrice 13, vise à ce que les pays donneurs à leurs agences d'aide au développement soient encouragés à observer les règles des pays bénéficiaires en matière de divulgation d'informations et de retenue à la source en ce qui concerne les paiements effectués au titre de leur projet. Alors, c'est l'ensemble des lignes directrices. J'en ai omis quelques-unes de ces lignes directrices afin de raccourcir la présentation. Si vous avez des questions, je pourrais y répondre par la suite. Merci beaucoup de cette présentation donc, qui nous éclaire sur l'avancée de ce travail et puis qui nous dit que ce travail est maintenant publié et que ces principes et ces lignes directrices, qui, on l'a bien compris, ne sont pas contraignantes et qui ne sont absolument pas une directive au sens où on pourrait l'entendre, mais ce sont simplement des recommandations, on a bien compris, et ça nous laisse justement un cadre de réflexion tout à fait intéressant pour les discussions qui vont suivre. On va passer maintenant la parole à Joseph Stade, qui est analyste principal donc à l'OCDE, et là, qui va nous parler du lien entre cette fiscalisation de l'aide et la mobilisation des ressources internes. Joseph, vous avez la parole. Je crois que vous avez une présentation aussi. Oui, merci beaucoup et je suis désolé, mais je ne parle pas très bien français, donc je parlerai en anglais, mais mon présentation est en français. Donc, très bien. Un moment. Okay, so my slides should be coming up, I hope. Yes, apologies that I'm speaking in English. My French lessons are getting there, but not quite there yet. I'll just take you through a little bit in terms of the view from the OECD, where we bring together most of the donors through the Development Assistance Committee. And there's been some developments there. So I'll talk you through kind of what the landscape seems to look like from our perspective. And we think it complements very well the work that's going on at the UN, and we coordinate our activities through the Platform for Collaboration on Tax. First of all, I think the context has already been given by the previous speakers, so I'll kind of skip through this.
But just to say that, as Jacques was saying, the Addis Ababa Action Agenda and the reference to the question around taxation of aid in that, I think, has really opened the door to further discussions and reconsideration of processes, reconsideration of positions here. So where we find ourselves at the minute is that the donors are split. We have a number of donors who have already changed their position unilaterally. So we see the likes of Norway and the Netherlands in recent years. They have changed their position, and so they now no longer require exemptions on their aid. We see a number of countries who are considering their position and seem like they're willing to change their position. But a few things may need to happen first. First of all, a number are saying they need more evidence. So something in terms of the costs or the impact of requiring exemptions, especially looking at questions around the administrative burden that is being imposed on recipient countries to apply these exemptions. We also see some countries who say, well, yes, we're willing to change our position, but only if everyone else does it, or only if a certain number of other countries do that. And we saw a few years ago, a number of countries within the European Union wrote a letter to the European Commission saying that there should be a common European position on this. And Elise may say more about that, because I know we have a Commission representative here. But then we also have some countries who are very clear that they intend to keep exemptions, and they can't see their position changing. So the result is we are very unlikely to have a universal approach from all of the donors. We're likely to continue to see this split approach for a number of years yet. So what can be done at the minute? Well, we do think that there's likely to be possibility of progress on transparency, and we've seen an increasing commitment around this. So we see a number of countries are willing to move on this, and when we've had discussions through the Development Assistance Committee in the OECD, they have accepted that we can move forward to try and find a collective approach on transparency on a voluntary basis. Now, some countries are already in a good position on this. Certain countries do offer a significant amount of transparency. The treaties and the policies from the United States, for example, they can already be found relatively easily, and that's a really positive area. And as Jacques was saying, one of the recommendations from the United Nations is to have these legal instruments easily available, and certainly getting that is a good step forward. And if we can encourage more countries to follow that approach, where these exemptions are granted, at least we can know how and why they're being put in place. Another reason I think why we see transparency being focused on is when we compare the situation we have around the taxation of aid, it seems to be falling behind the transparency we have in other sectors. It seems in many cases it's probably much easier to be able to follow the tax incentives that are being offered to the extractive industry sector than it is to follow the tax exemptions that are being provided on development assistance, and that seems to be a very strange position for the development sector to be in, to be lagging behind the transparency of the extractive industries. So I think there's a view that there's scope for the transparency to be improved so that we're showing leadership here. So what do we mean when we're speaking about transparency here? So I think, first of all, we're looking in terms of the policy. So what is the actual intention of each donor around this issue? But then we very quickly need to get to looking in terms of what's the actual practicalities here. And this was an interesting thing when we started asking some of the countries that had changed their positions recently. They, as they'd gone through that process of understanding exactly what was happening before they changed their policy, they found that in some countries,
whilst they may have exemptions permitted through treaties, they weren't actually claiming them through the activities that they were doing. So you can see that the policy and practice can sometimes be out of sync. We also need to have transparency over the legal instruments, as Jacques and others have said. And that's especially important to clarify who has the right to what. And there we see a problem through work that the likes of the Overseas Development Institute and the African Tax Administration Forum have done, looking at perceptions around this issue. In many cases, the revenue authorities are not clear who has the right to claim exemptions, and you can see especially subcontractors coming in to seek to claim exemptions, and the revenue authority is not clear whether they have the right to those or not. So making sure that we have the legal instruments being accessible to all can help clarify that situation. We also want transparency around the administrative burden. So can we get more information and data on that, as well as on the financial implications, so on revenues, on aid flows, and etc. So what we're planning on doing at the OECD is to set up a transparency hub that we will create in the first half of next year. And we'll be going around to all of the Development Assistance Committee members to try and get them to provide information on their policy and practice and instruments, as well as we're hoping to gather up a lot of the academic information that is already out there, and we can try and coordinate all of the information in one hub where it will be easy and simpler for everyone to be able to see what is going on. So that's our kind of plans from the OECD side. And then just to finish up, just a couple of questions we have for where else transparency might be possible. Just the picture there is a kind of standard sign that we see in many recipient countries with the logos of various of the donors and organizations involved. But what might be missing there is actually acknowledgement that if tax exemptions are being provided, that essentially the government of the country is also one of the major financial backers of these projects through providing the exemption. So maybe we need to think about when we see donors insisting on logos being put into all of their projects, maybe we need to have acknowledgement that there's more of an engagement from the government in these projects than the signs may lead us to believe. And that kind of comes through in terms of thinking about, should we be looking at having more accountability in the recipient countries in terms of what is being provided here. So I think Emily mentioned earlier about tax expenditure reports. I know in some countries aid tax exemptions are included in those, but not all of them. So how can we increase the transparency of that? And how can we encourage citizens to be more engaged in this? One of the big pieces of work around the domestic resource mobilization agenda is to bring citizens to be more engaged in the debate around how their tax revenues are spent and how the tax system is working for them. And I think this issue around tax exemptions on development assistance is a perfectly legitimate issue to bring into that debate with the citizens in countries in terms of, is this something that the population wants to happen, or do they have questions and restrictions that they might want to apply on that? And I think just as much as we should be engaging in debate around exemptions being provided for extractive industries or other industries, we should also be willing to have the same debates around this issue. It may be that there is agreement that these are worthwhile investments to be made in through the tax system. They may not. But I think we need to have these debates publicly so that we can all have confidence. So I will stop it there. Thank you very much. Merci beaucoup, Joseph, pour cet éclairage sur ce qui est entrepris dans le cadre de l'OCDE. Et bien maintenant, nous allons passer à le point de vue de la Commission de l'Union européenne
et passer la parole à Élise qui va nous présenter ce point de vue de l'Union européenne sur la fiscalisation de l'aide. Élise, vous avez la parole. Merci. Et merci à vous pour l'organisation de ce séminaire particulièrement intéressant. Et je vois que nous avons beaucoup de participants qui écoutent. J'en suis ravie. Donc, peut-être en guise d'introduction, je voudrais rappeler que la Commission est très attachée aux questions de gestion des finances publiques et de mobilisation des recettes domestiques, et que aussi bien la gestion des finances publiques que la mobilisation des recettes domestiques sont d'une importance capitale pour les États qui veulent financer leur développement, et encore plus à l'heure actuelle quand il s'agit de financer la relance suite au choc de la Covid. Alors, on a développé, vous en avez sans doute entendu parler, une stratégie générale, collecter plus et mieux dépenser. En anglais, c'est collect more, spend better, qui explique un petit peu comment on voit les choses sur ces sujets particulièrement importants. Et on transcrit cette politique, cette stratégie dans nos relations au quotidien avec nos pays partenaires. Nous appuyons à l'heure actuelle plus de 90 pays dans leurs réformes visant à mobiliser davantage de recettes publiques, que ce soit dans la réforme de la politique fiscale, que ce soit en termes de soutien aux administrations fiscales, mais aussi plus généralement à travers la coopération internationale sur les questions fiscales. Alors, en plus, nous sommes signataires et membres actifs de l'ADIS Tax Initiative, et la déclaration de 2025 de l'ADIS Tax Initiative que nous venons d'adopter permet aussi de garder la question des RM tout en haut des agendas, de l'agenda international. Peut-être juste aussi encore préciser que l'Union européenne est en bonne voie de doubler, comme c'était prévu dans l'ADIS Tax Initiative, les appuis qu'elle donne sur la question de la gestion de la mobilisation des recettes domestiques par rapport à 2015. Et un des engagements importants de la l'ADIS Tax Initiative, c'est la cohérence des politiques qui est importante pour nous, que des intervenants précédents ont déjà mentionné et qui pour nous aussi sont une des raisons clés qui nous mènent sur la question de la fiscalité de l'aide publique au développement. Alors, les arguments, pour la Commission européenne, les arguments en faveur de la fin des exemptions fiscales sont nombreux. On a entendu Émilie en rappeler un certain nombre. Pour nous, on voit clairement qu'il s'agit de mettre en œuvre nos principes de cohérence des politiques, d'honorer nos engagements en termes d'efficacité de l'aide, en termes d'alignement sur les procédures de l'État. Mais il s'agit aussi de renforcer les systèmes de gestion des finances publiques et de mobilisation des recettes de nos États membres et de ne pas avoir un double discours. De formaliser les économies, Émilie l'a rappelé aussi tout à l'heure, et de réduire la complexité des procédures. Et là, quand je parle de complexité des procédures, je parle aussi bien pour les administrations fiscales, mais aussi pour les opérateurs et les agences de mise en œuvre, notamment tous nos contractants, mais aussi pour nous-mêmes, parce que c'est des tâches, c'est énormément de travail qui pourrait être redirigé vers la mobilisation de façon plus efficace. Pour en citer encore quelques-uns, peut-être réduction des risques de fraude, augmentation de la prévisibilité en termes de recettes et en termes de dépenses pour nos pays partenaires et pour nos contractants. Mais je crois qu'Émilie tout à l'heure a fait un très beau travail pour présenter les arguments en faveur. Donc, je ne reviens peut-être pas plus longuement là-dessus. Alors, en toute honnêteté, je dois aussi vous dire qu'il y a certaines voix qui s'élèvent, y compris chez nous, sur des arguments qui peuvent peut-être aller à l'encontre de cette politique.
Et on a des collègues qui peuvent craindre que nos appuis projets se voient amputés. La slide de Joseph tout à la fin était assez parlante. C'est vrai que si on arrête de demander des exemptions de taxes, inévitablement, on va avoir moins d'aide qui soit visiblement directe sur le terrain. Et donc, peut-être une présence européenne qui soit peut-être moins visible. Ça peut aussi avoir un côté sensible en termes de compétitivité par rapport aux autres partenaires au développement qui, eux, n'auraient pas cette politique de fiscalisation de leur aide projet. Rappelez aussi que certains peuvent craindre que les sommes qui, du fait de la fiscalisation de l'aide publique au développement, alimenteraient les budgets de l'État. Cela pourrait être perçu comme de l'appui budgétaire déguisé et de l'appui budgétaire, entre guillemets, gratuit, qui ne serait pas encadré comme l'appui budgétaire que nous faisons actuellement, qui est très structuré autour de conditions générales, qui vérifie qu'il y ait bien un certain nombre de critères et de conditions qui permettent que l'appui budgétaire se fasse dans les meilleures conditions possibles. Donc voilà, pour ne rien vous cacher, vous entendez là un peu les deux sons de cloche que l'on entend au sein de la commission. Et peut-être aussi, donc on a fait une estimation à la louche de l'impact que cela pourrait avoir sur nos fonds européens. Hein. Et pour la période de 2021-2027, donc qui va commencer, qui est notre cadre pluriannuel pour les années à venir, pour 7 ans, on estime que cela pourrait être 3,8 milliards d'euros qui, plutôt que d'être dirigés vers des projets concrets, seraient payés en taxes dans nos pays partenaires et donc renforceraient ainsi les systèmes de gestion des finances publiques de nos pays partenaires. Alors, tout cela est bien gentil. Vous allez me demander où en sommes-nous. Joseph le mentionnait tout à l'heure, certains de nos États membres nous ont adressé un courrier pour nous demander de renoncer à réclamer les exemptions fiscales sur notre aide projet. Pour ne pas les citer, c'était la Suède, l'Allemagne, la Pologne et les Pays-Bas. C'était en 2015. Et nous avons vu aussi un certain nombre d'États membres européens faire des avancées notables sur la question. Et les Pays-Bas, notamment, ont été cités comme un des pays exemplaires en la matière. Alors, pour nous, nous sommes en phase de transition. Selon la réglementation actuelle, donc sur le programme pluriannuel en cours, la réglementation prévoit que nous devions négocier des accords d'exemption fiscale avec nos pays partenaires. Et l'accord de Cotonou, donc, qui régit nos relations avec les pays Afrique, Caraïbes et Pacifique, prévoit aussi que nos projets devraient être imposés selon le principe de la nation la plus favorisée. Et l'accord, d'ailleurs, liste aussi une série de taxes qui doivent, par principe, être exonérées. Alors ça, c'est la situation actuelle, mais nous sommes en phase de transition, je vous le disais. La commission, nous sommes en train de préparer la future phase le futur budget à long terme, le futur programme pluriannuel, et la commission a proposé un nouvel instrument, un instrument de voisinage, de développement et de coopération internationale, qui prévoit de changer un peu les choses. Alors, on ne prévoit plus, donc, il n'y a plus l'obligation de négocier des accords d'exemption fiscale dans la proposition de la Commission. Et par ailleurs, les taxes générales, particulièrement la TVA, les droits de douane, peuvent être éligibles à notre financement, donc, dès lors qu'elles ne sont pas spécifiques, dès lors que ce ne sont pas des taxes qui seraient créées de toutes pièces pour l'Union européenne. Donc voilà, nous avançons dans la bonne direction.
Mais à partir de là, nous devons détailler comment mettre en œuvre ce shift de politique. Et je ne vous cache pas que cette phase est assez compliquée. D'abord parce que cela concerne de nombreux acteurs au sein des institutions, au sein de la commission, c'est plusieurs DG. Idéalement, il faudrait aussi avoir la Banque européenne d'investissement à la table. Donc, trouver une ligne directrice claire pour les modalités de mise en œuvre ne relève pas d'une tâche facile. Mais aussi parce que l'information sur la situation actuelle n'est pas facilement disponible. On s'aperçoit que ces accords cadres d'exemption fiscale qui ont été négociés avec nos pays, ce sont des informations qui ne sont disponibles finalement principalement que dans nos délégations. Et il y a aussi des exemptions qui sont régies dans différents types de textes, parfois même simplement dans les conventions de projets. Donc pour nous, c'est difficile d'avoir une compréhension claire de la situation et encore plus des clauses de résiliation qui pourraient exister dans les accords qui ont été signés. Alors, dans nos réflexions actuelles, nous pensons procéder de façon incrémentale et considérer, bon, tout à l'heure, Jacques a expliqué aussi qu'il était essentiel de commencer peut-être avec la TVA et les droits de douane. Donc aussi, c'est ce que nous pensons, c'est ce par quoi nous pensons commencer. Mais voilà, cela reste un très grand chantier pour nous, pour préciser les modalités de mise en œuvre. J'entends des sons. Oui, je suis désolée, ça doit venir de mon ordinateur. D'accord, J'essaye de résoudre le problème. C'est pas un souci. Du moment que c'est pas que vous m'arrêtiez ou voilà. Donc voilà, je disais, c'est un grand chantier pour nous pour préciser les modalités de mise en œuvre de ce shift de politique. Par exemple, est-ce que nous devons opter pour un système universel qui est finalement une solution peut-être plus facile à mettre en œuvre? Mais d'un autre côté, quand on lit le rapport du comité des experts, on recommande aussi d'avoir cette politique plutôt dans les pays bénéficiaires qui sont complètement en ligne avec les principes fiscaux reconnus internationalement. Donc, comment on fait finalement pour prendre en compte ces recommandations et prendre en compte et travailler? Est-ce qu'il faudrait alors travailler de façon différenciée selon le pays et comment alors prendre en compte les évolutions qui pourraient avoir lieu dans le temps? Voilà, parmi les questions que l'on se pose, mais aussi en termes de parmi les autres interrogations, il y a tout un système à mettre en place sur les mesures d'accompagnement. Par exemple, je pense à la mise en place d'un système de monitoring des taxes payées, qui est une tâche même compliquée rien que techniquement. Donc, il y a toutes ces questions qui sont des défis, en fait, pour mettre en œuvre la réforme. Et voilà, donc ça, c'était peut-être juste du point de vue d'un bailleur convaincu, une perspective de bailleur qui n'en est aussi que dans sa phase initiale de réflexion sur comment mener à bien cette réforme souhaitable. Voilà. Bien, merci beaucoup, Élise. Je crois que c'est très intéressant. C'est un peu plus que le point de vue d'un bailleur qui hésite, parce qu'il semblerait qu'il y a des orientations quand même bien claires en matière concernant ce changement de politique et que c'est plutôt au niveau de la mise en pratique que les difficultés arrivent. Et je crois que les trois interventions qui vont suivre vont aussi aborder ce côté un peu plus opérationnel que les grands principes dont on a entendu parler jusque-là. Donc, c'était une excellente transition pour laisser la parole aux gens de terrain. Et on va maintenant écouter
les implications de la fiscalisation de l'aide pour l'Agence française de développement. Hubert Demilly va nous donner son point de vue là-dessus. Hubert, vous avez la parole. Voilà, il faut juste que je mette le micro. Merci Anne-Marie. Alors oui, donc je suis à l'AFD, à la direction de la stratégie, mais auparavant, j'ai fait énormément de terrain, j'ai fait 15 ans de terrain, puis je suis aussi passé à l'OCDE où justement je gérais la déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide. Donc je suis un peu dans le bain. Je vais vous parler de trois choses. La situation actuelle à l'AFD, la position un peu du staff de l'AFD sur la question, et puis les conséquences, enfin les aspects financiers de la chose. Puis j'essaierai de tirer quelques conclusions. Alors, la situation à l'AFD aujourd'hui, je suis désolé de dire, c'est que l'AFD applique toujours le principe du financement hors taxe. Alors, on a creusé la question, ce n'est pas une question de réglementation juridique au sens strict, quoique on n'est pas forcément d'accord avec ça. En tout cas, nous, au point de vue de l'AFD, au niveau de l'AFD, c'est plutôt une question de corpus procédural et en particulier des actes types de conventions qui prévoient que les financements portent sur des dépenses éligibles hors impôts et taxes. Avec d'ailleurs deux méthodes d'exonération différentes, les deux ont été signalées tout à l'heure. C'est qu'en fait, on voit des exonérations pures et simples où personne ne paye. Théoriquement l'État, et puis des exonérations où c'est concrètement l'État qui budgète les taxes et qui les paye au moment de chaque paiement, ce qui complique aussi pas mal les choses. Donc la règle générale, c'est financement hors taxe, mais il y a de très nombreuses exceptions et je vais les lister rapidement. Des exceptions sur le type de dépenses, notamment sur les prestations intellectuelles. Ça fait assez longtemps maintenant qu'on paye les taxes sur les prestations intellectuelles. Nos documentations d'appel d'offres pour le recrutement des consultants, par exemple, a été modifiée pour clarifier les bases sur lesquelles les appels d'offres sont évalués. Ça, c'était une très grosse distorsion, ça a été signalé tout à l'heure, très grosse distorsion auparavant dans les appels d'offres, suivant que les candidats payaient ou pas leurs taxes, et puis préciser finalement qui paye les taxes, qui sera en mesure de payer. Donc, paiement des taxes pour les prestations intellectuelles, pour toutes les petites dépenses aussi, les caisses d'avance, les travaux en régie, les dépenses liées au fonctionnement de projet. Quand il y a une régie pour les travaux en régie, par exemple, là, il est admis que les factures, essentiellement de la TVA, sont payées. Après, il y a les exceptions sur le type de bénéficiaire. Les ONG ont des demandes très divergentes sur la question. Certaines ont besoin de l'exonération pour préserver leur budget. D'autres demandent à payer les taxes pour faciliter administrativement leurs travaux. Et pour nos financements ONG, eh bien, la règle, c'est sur demande de leur part. Après, il y a des exemptions sur les outils financiers, tout ce qui est conversion de dette, ce qui représente de très gros volumes, mais dans quelques pays seulement, finance des dépenses, tout droit et taxes compris, toutes les aides budgétaires également, et enfin, en ce qui concerne Proparco, tous les instruments pour le secteur privé, les financements sont toutes taxes comprises, ainsi que les cofinancements OFD de Proparco. Alors, en parlant de cofinancement, il y a aussi le cas donc des cofinancements avec les institutions qui payent toutes taxes, notamment la Banque mondiale. Ça représente de gros volumes pour nous, pas loin d'1 milliard par an en général, et un petit peu moins avec la Banque interaméricaine de développement qui applique les mêmes règles. Et puis enfin, il y a des exceptions pour certains pays, notamment deux pays avec lesquels maintenant on paye toutes taxes, le Kenya et la Côte d'Ivoire. Alors ça, c'est intéressant parce qu'il y a une condition, et la condition, c'est que la participation financière de l'État est au moins égale au montant des taxes payées. Voilà. Bon, je mets de côté les quelques demandes ponctuelles pour arriver à la dernière exemption. Dans la pratique, c'est que, en fait, les exemptions, quand elles existent, ne portent que sur TVA
et taxes d'importation, c'est pratiquement impossible d'isoler tous les droits et taxes applicables tant que ce n'est pas facilement identifiable sur les factures des prestataires. Voilà la situation. Alors, il est clair que la position du personnel de l'AFD est extrêmement favorable à la fiscalisation des projets. Tout le staff sait qu'on passe les équipes sur le terrain. J'ai vécu ça pendant 15 ans, pas à l'AFD, que j'y étais pas encore, mais dans d'autres agences. On passe énormément de temps, ne serait-ce qu'à obtenir que des factures qui ne comportent pas de TVA, par exemple. Quand c'est l'État qui doit payer en parallèle les taxes, c'est encore plus compliqué, les budgets ne sont pas votés, l'argent n'est pas disponible, c'est un véritable cauchemar. Tout le monde le sait, ça c'est vraiment un truc de praticien du développement, l'exonération, c'est un cauchemar. Alors, le troisième parti, là, moi, c'est rapide, hein, tout le monde est d'accord. Troisième partie, alors, la dimension financière de la chose. On avait fait une estimation sur le plan d'affaires 2019. Alors, le plan d'affaires était d'environ 14 milliards. Enfin, il a été de 14 milliards. Et on avait compté que les financements pourraient porter sur à peu près 15 à 20% des prévisions d'engagement, essentiellement pour les prêts souverains, ce qui représentait 850 millions. Enfin, c'est une somme vraiment indicative. Donc, vous voyez, moins d'1 milliard sur 14. À la fois, ce n'est pas énorme. Puis surtout, nous, à l'AFD, vous savez, on est essentiellement une banque, hein, on prête. Et pour une banque, d'une certaine manière, on est très content hein, de prêter plus. Hein. Nous, on vit de nos prêts, hein, donc plus on prête et plus on est content. Je dis ça un peu de manière cynique, mais ce n'est pas faux. Hein. La question se pose complètement différemment suivant qu'on travaille sur subvention ou sur prêt. Sur prêt, on peut toujours prêter plus. Et d'ailleurs, c'est la vraie question qui est derrière ça pour nous. Hein. Je ne pense pas que ça passe, cette histoire, tout simplement parce qu'il est peu probable que les États bénéficiaires acceptent de s'endetter, et notamment de s'endetter en devises étrangères, en euros ou en dollars, pour financer leurs propres taxes. Il y a d'autres moyens de financer son budget. On dirait, il y a aussi de l'aide budgétaire, mais justement, c'est fait pour ça. Voilà. Donc, c'est le principal point que je voulais faire avant d'aborder mes conclusions. C'est ce point sur prêt. Il se pose vraiment la question, est-ce que c'est demandé, est-ce que c'est souhaitable d'augmenter les prêts pour payer les taxes, augmenter les prêts en général en devises. Alors, d'abord, le point d'arrivée de tout ça hein, est maintenant. Donc, l'AFD est très favorable à payer toute taxe, hein, à la fiscalisation. Mais l'AFD, c'est une agence, hein, on ne fait pas ce qu'on veut. Donc, les ministères de tutelle sont divisés sur la question et pour l'instant, la situation est bloquée. Je ne pense pas qu'on avance. La note que je suis en train de regarder en vous parlant, qu'on a rédigée il y a maintenant 2 ans, est toujours bloquée, ça n'avance pas. Moi, mes conclusions, c'est que d'abord, il faut être clair sur le fait que fiscalisation n'a pas d'impact macroéconomique, sauf le cas des prêts qu'on peut augmenter. La fiscalisation évidemment n'implique pas davantage d'APD, d'aide. Ça a été très bien dit tout à l'heure par Élise, hein, c'est une sorte d'aide budgétaire prélevée sur l'aide projet. On pourrait aussi diminuer l'aide budgétaire, augmenter l'aide projet. Voilà. Donc, éventuellement, des problèmes pour les ONG, c'est autre chose. Deuxièmement, donc, si ce n'est pas une question de plus d'aide, moins d'aide, c'est très clairement une question de gouvernance et d'efficacité de l'aide. Efficacité, on l'a dit, pour simplifier les paiements, le coût administratif de l'exonération est un cauchemar. J'insiste là-dessus.
Et puis aussi à cause de ce problème des prestataires, hein, c'est aussi un cauchemar dans les agences, dans les pays, parce qu'on est constamment confronté au problème des prestataires qui courent après leur argent et qui sont dans des situations quelquefois dramatiques à cause de ces histoires d'exonération. Voilà pour les aspects pratiques. Puis sur les aspects gouvernance, ça a été abondamment dit, hein, il s'agit de faire fonctionner les institutions locales normalement et d'éliminer la corruption. Le principe général, je crois qu'on l'avait bien dit hein, dans un séminaire en février dernier à l'OCDE, je crois que Jacques et Joseph y étaient déjà, enfin Jacques je crois, oui, c'était que toute taxe doit être payée. Pour que ça fonctionne, il faut que toute taxe doit être payée, pas forcément le bailleur, ça peut être l'administration, il faut que ce soit clair dès le départ. Nous, ça sera un petit peu notre position, c'est que finalement, c'est aux bénéficiaires de décider. Nous, on finance un bénéficiaire, on intervient à sa demande, surtout quand on est sur prêt. Hein. C'est au bénéficiaire de décider est-ce qu'il souhaite qu'on finance les taxes ou pas. C'est vraiment à lui de voir. Ce ne sont pas nos projets, ce sont ceux des bénéficiaires. Et d'ailleurs, en général, l'AFD, surtout quand elle est en position de banquier, évite de mettre son logo sur les panneaux. Voilà pour moi. Bien, merci beaucoup Hubert de cet exposé donc, sur tous les aspects de cette question de la fiscalisation de l'aide du point de vue de l'Agence française de développement. Et je crois que vos dernières remarques vont faire une excellente transition pour passer la parole aux deux intervenants suivants, puisque justement ce sont des intéressés. On va écouter maintenant le point de vue de deux pays bénéficiaires de l'aide qui reçoivent donc cette aide projet. D'abord avec une intervention d'Adrien Toquet, chef de division des études de la planification et des réformes fiscales à la Direction générale des impôts du Cameroun, qui va nous exposer l'expérience du Cameroun sur cette fiscalisation des projets, étant donné que le Cameroun a récemment légiféré donc, pour aller dans le sens de cette fiscalisation. Adrien, est-ce que vous avez la parole pour nous présenter l'expérience camerounaise? Merci beaucoup Anne-Marie. C'est un honneur de participer à ce panel-là qui intéresse et a réussi à concerner tous les partenaires avec lesquels on voulait avoir le dialogue que l'on peut écouter cet après-midi. Effectivement, au niveau du Cameroun, pour passer en bref, compte tenu de toutes les difficultés qui ont été énoncées par les précédents intervenants, on a décidé avec l'appui du Fonds monétaire international de légiférer sur l'imposition intégrale de l'aide projet au développement. Le principe, c'est que les différentes taxes qui doivent être couvertes à l'occasion des dépenses qui sont engagées et concernent à la fois les douanes et l'administration fiscale. La gestion qui était opérée jusque-là sur cette aide projet, sur les éléments de fiscalité, était géré par un ministère autre, le ministère de l'économie, et donc il n'y avait pas toujours de la disponibilité budgétaire et de l'espace budgétaire en gros pour gérer ça. Et nous nous sommes réunis avec toutes les parties prenantes internes pour dire il vaut mieux qu'on s'endette TTC et que nous remboursions TTC. Le problème a été posé notamment par le précédent intervenant de la BAD, de l'AFD. Effectivement, nous, notre ambition, c'est de dire il vaut mieux être endetté en TTC plutôt que de s'endetter hors taxe et d'avoir fait traîner le démarrage des projets simplement parce qu'on est en train de chercher des éléments de contrepartie pour parvenir à couvrir la part de l'investissement qui est due par l'État. Et donc, entre-temps, on voit bien que l'État chez nous s'endette sur les marchés, parfois des conditions plus onéreuses que l'aide projet,
sans raison. C'est-à-dire que cet endettement-là, c'est un endettement pour des dépenses courantes. Et donc, nous pensons que si on s'endette pour réaliser des projets, on devra pouvoir exécuter ces projets et en attendre un retour sur investissement qui permettra qu'on soit en capacité de rembourser, sans qu'au moment où l'investissement est réalisé, on ait mis en instabilité les finances publiques. Parce qu'il est important de considérer que ce soit une école, un hôpital ou même une route qui est faite, après, il y aura de l'entretien derrière. Si nous n'avons pas de finances publiques robustes pour pouvoir prendre le relais après que l'investissement, on va dire la partie capitalistique a été réalisée, on retombera toujours sur les faiblesses qui font qu'il faudra s'endetter désormais pour maintenir l'actif qui a été construit au niveau de fonctionnement normal. Donc, en 2019, loi de finances 2019, le dispositif a été voté par le Parlement. Simplement, dans le cas de la mise en œuvre, on a donc commencé à faire face aux difficultés qui sont énoncées avec dans des doctrines des différents bailleurs qui varient jusque-là, où nous ne savions pas que l'AFD acceptait le financement TTC. C'est maintenant que nous l'apprenons et c'est une bonne nouvelle. Mais nous avons fait face aux difficultés avec l'Union européenne qui estime que le Fed, je crois que c'est le 11e Fed, qui a prévu de l'appui des financements qui soient des financements totalement exonérés. Nous avons eu notamment notre principal bailleur, que tout le monde connaît aujourd'hui, la Chine, qui est très imperméable aux évolutions des pays récipiendaires de l'aide ou des prêts projets chinois. Et donc, face à toutes ces difficultés-là, sur tout l'exercice 2019, nous avons eu une seule convention qui a été signée en toute tasse compris. C'était une convention avec la BAD. Parce qu'au niveau de la BAD, il y avait cette flexibilité-là, notamment pour des montants qui ne sont pas très élevés, d'accepter de les conclure TTC. Nous, en voulant faire respecter la législation donc, telle qu'elle a été votée, on a eu à faire face, je viens de le dire, à la résistance des bailleurs, mais également donc, à la pression politique en interne où il y a un certain nombre de projets qui ont été bloqués parce que le dispositif ne s'accordait pas avec l'évolution législative. Et donc, face à cette pression-là, nous avons souhaité bénéficier de l'appui du Fonds monétaire international qui peut, à partir de son expérience, sa présence dans ces différents théâtres, dans les différents pays, essayer de partager les bonnes pratiques en matière de fiscalisation de l'aide pour nous permettre de réussir cette transition-là vers cette fiscalisation de l'aide. On a eu donc 3 mois d'appui en milieu d'année 2020 où, en échangeant avec les différentes parties prenantes, on a bien vu que ça va être compliqué à mettre en œuvre effectivement parce qu'il faudra qu'on y aille, bailleur après bailleur, qu'on s'accorde sur les modifications à apporter, que ces bailleurs-là obtiennent de tout ce qui sont finalement les actionnaires ou bien les parties prenantes autour de leur tour de table en matière de mobilisation de fonds, que tout cela aussi, voilà, que la mécanique prenne. Ça semble être quelque chose de très difficile au plan pratique, mais nous pensons que c'est simplement une question de temps, que les premiers jalons étant posés, on devra y arriver au rythme qui pourra être celui des différents bailleurs, mais aujourd'hui, nous considérons que il n'y a pas une deuxième, il n'y a pas d'autre voie. Je dois dire que quand nous faisons le bilan actuellement, la Direction générale des douanes, pour tout ce qui est taxe à l'importation, a des arriérés de budgétisation de toutes les importations qui ont été réalisées jusque-là, à peu près à hauteur de 350 milliards. 350 milliards, c'est la moitié, 50% des recettes des douanes. Et donc, si 50% des recettes des douanes ne peuvent pas être mobilisées simplement parce qu'il n'y a pas de couverture budgétaire pour assurer la prise en charge de ces montants-là,
il est évident qu'il faut réagir. Nous, au niveau de la Direction générale des impôts, nous sommes à peu près à 300 milliards, donc légèrement moins, sur rien que la TVA. Vous imaginez, donc, après tous ces éléments-là, quand il s'agit de déterminer le taux de pression fiscale, ainsi de suite, c'est des montants qui manquent finalement au numérateur pour évaluer le taux de pression fiscale exact de notre pays. Donc, peut-être pour conclure et ne pas faire très long, nous considérons que le dispositif ne peut pas être modifié. Nous travaillons à faire en sorte, donc avec votre appui, les séances de travail comme celle de cet après-midi, aident à faire avancer la cause de cette imposition-là. Les doctrines qui consistent à dire que les impôts des pays riches ne sont pas destinés à payer les impôts dans les pays pauvres, mais plutôt les projets. Nous pensons que c'est une approche qui doit changer parce que les pays pauvres, pour sortir progressivement de l'aide et pour renforcer leur capacité de mobilisation des ressources domestiques, ont besoin que toutes les bases, toutes les assiettes soient finalement soumises à imposition, y compris donc l'aide de projet. Et de ce point de vue, ça doit être normalement une voie sans retour ou un chemin sans retour. On doit avancer progressivement et faire avancer les mentalités, notamment pour les pays comme le nôtre qui sont prêts à assumer un endettement TTC, ça veut dire qui intègre une partie de ce qu'ils ont appelé l'appui budgétaire déguisé, qui serait donc la partie impôts et taxes sur les prêts projets. Nous sommes prêts à assumer ça, nous sommes prêts à rembourser TTC. Et donc, nous pensons que quand les grands pays vont sur les marchés financiers, ils empruntent et ils remboursent tout à fait normalement, sans qu'on ne fasse une distinction entre un montant et un autre. Donc, voilà ce que je pouvais dire. Et donc, les prochaines étapes, c'est de travailler dans le cadre de cet appui que nous avons reçu du FMI. Les prochaines étapes, c'est de travailler avec la composante dépenses budgétaires au niveau du FMI pour qu'on ait un calendrier de gestion de tout ce qui est stock de prise en charge qui sont en attente. Là, je vous ai dit, c'est à peu près 650 milliards. Il faut qu'avec le fonds, on trouve un moyen de gérer les arriérés et que nous travaillons donc pour que les nouvelles conventions de prêt soient signées TTC. Ceux des bailleurs qui ne peuvent pas signer TTC, on va progressivement laisser leur appui pour aller vers les appuis de ceux qui sont en capacité de financer TTC, y compris en shiftant de l'aide publique vers vraiment une aide en termes de banque privée ou en termes de levée de fonds sur les marchés internationaux. Bien. Merci beaucoup à Adrien d'avoir exposé à la fois le point de vue du Cameroun et son ambition d'aller vers des projets fiscalisés TTC, mais aussi d'avoir mis en évidence les difficultés qui pouvaient arriver et le fait que ça ne pouvait être fait que progressivement et les problèmes qu'on pouvait avoir justement pour faire fonctionner ce mécanisme de prise en charge de la fiscalité des projets par les États des pays bénéficiaires qui peuvent, dans certains cas, c'est le cas au Cameroun, aboutir à des arriérés et à des difficultés au niveau de la transparence budgétaire. Donc, c'est peut-être tout à fait opportun maintenant d'entendre Charles Youenou, qui est directeur de l'unité de politique fiscale au Bénin, qui va justement nous parler de l'expérience du Bénin en matière de prise en charge de la fiscalité des projets sur financement extérieur, parce qu'ils ont au Bénin une expérience très ancienne, un mécanisme de suivi de cette prise en charge qui fait qu'il y a un équilibre cohérent et simultané entre d'un côté des recettes d'ordre et de l'autre côté des dépenses d'ordre. Voilà, donc Charles, la parole est à vous. On ne vous entend pas, il faut activer votre micro. Merci.
Merci bien, Émilie. Merci Anne-Marie pour nous avoir associés à ce webinaire. Comme vous l'avez bien dit, au Bénin, nous avons un mécanisme de prise en charge qui est bien défini, bien déterminé. Je dirais que le Bénin gère les dérogations fiscales à l'aide projet, relatives à l'aide projet, par une prise en charge par l'État des impôts concernés. Alors, nous avons mis en place au niveau du Bénin une structure mixte qu'on appelle la mission fiscale des régimes d'exception et qui gère les exonérations. Cette structure est composée aussi bien des cadres de l'administration fiscale intérieure que de la Direction générale des douanes. Alors, la procédure est définie en 3 phases. Nous avons 3 phases dont sérieux en une phase que nous appelons MP1, c'est la validation de la déclaration MP1. MP1 veut dire marché public. Nous avons une deuxième phase qui concerne la délivrance du certificat MP2 et nous avons également une troisième phase qui concerne la phase MP3, c'est-à-dire la consommation maintenant du crédit. Et éventuellement, après, il y aura une phase de comptabilisation au niveau du trésor public. Alors, en quoi consiste la phase 1? La phase 1, c'est que au moment de la conclusion d'un marché financé par aide projet, une confirmation de prise en charge de la fiscalité indirecte, je rappelle bien, c'est indirect, notamment la TVA et les taxes ad valorem en ce qui concerne le régime intérieur, les droits de douane, la TVA et les droits d'assises au cordon douanier est délivré à l'entreprise attributeur du marché par la mission fiscale des régimes d'exception. Alors, il s'agit à ce moment de la phase de la validation de la déclaration. Et donc, cette phase, je dirais que est le point de départ de toute la procédure. En dehors du contrat de marché avec son accord de financement, la déclaration MP1 est la pièce maîtresse constitutive de tout dossier de demande de prise en charge de la fiscalité. Elle permet, après validation de son contenu, de connaître le montant du crédit à octroyer aux bénéficiaires du marché. Alors, lorsque la prise en charge couvre en outre la fiscalité directe, je prends par exemple l'impôt sur les revenus et autres, ça concerne beaucoup plus les aides projets de l'Union européenne. Elle est au préalable expressément contenue dans une attestation d'exonération des impôts, droits et taxes. Donc, juste après l'étape M1, il y a l'étape M2. Et l'étape M2, c'est la délivrance maintenant d'un certificat que nous appelons certificat MP2, toujours à l'entreprise attributeur. Alors, à cette étape, la prise en charge de la fiscalité est matérialisée par ce certificat qui peut être lié à la fiscalité intérieure ou à la fiscalité douanière. Lorsque c'est lié à la fiscalité intérieure, nous parlons de crédit intérieur. Et lorsque c'est lié à la fiscalité douanière, nous parlons de crédit douanier. Je rappelle également que chaque exonération est liée à un code additionnel, puisque nous avons au Bénin un arrêté qui définit les codes additionnels. Et donc, généralement, on retrouve ces types d'exonération au niveau des codes 410, 411, 412. Alors, lorsque le dossier est bon et que le certificat MP2 est délivré, je rappelle également que le certificat MP2 est co-signé par le directeur de la mission fiscale des régimes d'exception et signé également par le représentant de la douane qui siège au niveau de la mission fiscale. Le délai de traitement, lorsque le dossier n'est pas du tout entaché d'un vice de forme et de fond, est de 15 jours pour les crédits douaniers et 21 jours pour les crédits intérieurs.
Donc, le certificat MP2 attribué et délivré à l'entreprise au contribuable servira de payer ces déclarations en fait, fiscales irrélatives et éventuellement pour votre marché, mais seulement dans le cadre de la fiscalité intérieure, c'est-à-dire qu'il peut l'utiliser pour d'autres marchés, mais dans le cadre de la fiscalité intérieure. Alors, la phase M3, c'est la consommation du crédit. Lorsqu'il est en possession du certificat MP2, il peut, dans le cas du crédit intérieur, procéder à la déclaration d'impôt, en l'occurrence la TVA ou les taxes ad valorem, au niveau de la recette des impôts, surtout généralement c'est les grandes entreprises. Et à ce moment, on lui établit un certificat MP3 à concurrence du montant des impôts payés par la division des recettes d'ordre en vue de la consommation du crédit, suivi d'une quittance de règlement par la caisse. Et lorsqu'il s'agit du crédit douanier, il y a également un établissement du crédit du certificat MP3 en vue de la consommation du crédit disponible, la délivrance de la quittance des droits et taxes dus par l'usager dans les comptes du receveur de la douane. Alors, donc, cela m'amène à dire tout simplement qu'avant tout enlèvement des biens dans le cas du crédit douanier et au moment du paiement des soldes de la TVA dans le cas du crédit intérieur, les recettes des impôts et de la douane délivrent le certificat MP3 qui valent règlement des droits correspondants. Les recettes, les MP3 sont comptabilisés comme des dépenses d'ordre. Les droits et taxes ainsi acquittés sont comptabilisés comme des recettes d'ordre pour un même montant. Alors, un point critique de la procédure béninoise est que l'opération ne peut se dénouer au niveau des services d'assiette que sur délivrance du certificat MP3. Et l'accumulation de reste à recouvrer est exclue. Alors, après les 3 étapes, il y a le trésor qui rentre en jeu. C'est-à-dire que les certificats MP3 sont comptabilisés par le trésor public lors des reversements des recettes recouvrées par les administrations des impôts et de la douane. Après la comptabilisation, le trésor public saisit la direction générale du budget qui émet des mandats de régularisation. Ces dépenses sont imputées sur les budgets des ministères sectoriels bénéficiaires. Voilà un peu comment se déroule la procédure au Bénin, la procédure de prise en charge au Bénin. Merci, Harry. Merci Charles. Je crois que l'intérêt de cette intervention, de l'exemple du Bénin, c'est qu'en dépit des tracasseries de la charge administrative que ça implique de gérer de travailler en exonération, l'intérêt de ce mécanisme, c'est qu'il permet d'avoir justement un équilibre entre les dépenses d'ordre et les recettes d'ordre et qu'il y a vraiment un budget d'ordre qui est établi à part et qui est équilibré. Alors, voilà, à la suite de ces interventions, on va peut-être passer aux réponses aux questions qui ont été posées. Je ne sais pas si mes collègues ont suivi les questions posées en ligne. J'ai cru voir une question qui s'adressait à Élise. Élise, vous avez vu qu'une question vous était adressée directement. Est-ce qu'Élise est toujours là? Je suis toujours là, oui, et je ne vois pas de question qui m'est adressée directement. Alors, je vais vous lire cette question. J'ai une question, c'est un participant, enfin un auditeur du webinaire qui pose la question suivante. J'ai une question pour Élise. En réaction aux arguments sur les exemptions fiscales, vous avancez un argument selon lequel, en tant que bailleur, arrêter de demander les exonérations peut avoir des effets désincitatifs sur les interventions en termes de projets d'aide. La question est, n'est-ce pas une question de coût-avantage des dépenses fiscales relatives aux projets d'aide en matière de mobilisation des ressources domestiques au niveau des pays récipiendaires?
plutôt que la position de maintien de la présence du bailleur. Si la présence du bailleur doit engendrer des coûts sociaux plus importants, il ne s'agit plus d'une aide au sens figuré du terme, peut-être. Oui, tout à fait. Oui, là vous prêchez une convaincue, effectivement. Il s'agit essentiellement de... Enfin, c'est pas la question de la visibilité du partenaire au développement, du donateur qui est importante. Et c'était presque anecdotique, ça, quand je faisais référence au panneau. Mais effectivement, il s'agit de l'impact que peut avoir notre soutien dans un pays c'est ça qui est important. Et vous savez comme moi que l'Union européenne considère extrêmement important de soutenir les autorités, de soutenir le budget et de passer par les procédures de l'État. Et donc, près de la moitié de notre approche, de notre aide est dépensée en appui budgétaire, donc vraiment en soutien aux réformes que les États peuvent mettre en place. Et voilà. La question était très longue, donc je ne sais pas s'il y avait des parties que j'ai peut-être pas adressées, enfin, auxquelles je n'ai pas forcément répondu. C'est dommage que je n'ai pas eu accès à la question. C'est dans le petit onglet questions-réponses, ça doit être la dernière question. Mais je pense que la personne qui a posé cette question trouvera une réponse dans votre dernière intervention. On peut peut-être passer à une autre question, parce que je vois qu'il y a eu une question aussi très pratique. Dans le cadre d'un cofinancement de projet, est-ce que les bailleurs peuvent appliquer des fiscalités différentes en dépit des directives de la Déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide? Alors, je ne sais pas qui veut répondre à cette question. C'est vrai que si les positions des bailleurs sont différentes, quand il y a un cofinancement des projets, ça peut poser... Hubert souhaite répondre. Hubert, vous avez la parole. Oui, c'est une des principales difficultés, hein, c'est d'avoir les mêmes règles entre les bailleurs, entre les cofinanceurs d'un même projet. Et donc, comme je le disais, pour nous, c'est par là que la révolte contre le hors-taxe est entrée à l'AFD, c'est par la nécessité de s'accorder avec la Banque mondiale, notamment à partir du moment où la Banque mondiale a changé de manière de faire. Comme on est souvent en cofinancement, en tant que banquier, on est très souvent en cofinancement avec les autres banquiers, donc notamment la Banque mondiale. Donc, il y a cette nécessité de faire pareil. Donc, en fait, c'est à partir de cette nécessité de faire comme la Banque mondiale que la possibilité de payer les taxes est entrée il y a une dizaine d'années, un peu moins, je crois, à l'AFD. Ça a été le cheval de Troie. Et donc, ça s'est répandu après à d'autres exceptions. Il y avait déjà l'exception sur les consultants, hein, mais c'est vraiment, ça a vraiment été la grosse affaire. Et pour ça, il a fallu changer pas mal les conventions type. Enfin, ça a été un très gros travail administratif, mais qui était assez nécessaire et qui a été fait dans l'urgence. Certains ont dit qu'il n'avait pas été très bien fait, mais il a été fait. Voilà. Et par contre, il n'y a pas de lien spécifique avec la déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide de 2005. Contrairement à l'agenda d'action de Addis Abeba qui cite spécifiquement cette question de paiement des taxes, la déclaration de Paris, pas plus que celle d'Accra et de Busan qui ont suivi, ne cite ce point, je pense. Il est un peu implicite dans ce qui est dit, hein, sur l'alignement, mais il n'est pas cité. Je me rappelle que ça avait été demandé par certains et qu'il n'y avait pas eu de consensus pour le faire. Voilà. Hein, merci de ces éclaircissements. Peut-être qu'on peut répondre encore à une question. Jacques souhaitait aussi intervenir. Ah, alors Jacques, si vous voulez compléter.
Oui, la question du cofinancement, c'est une des questions dont on traite dans les explications qui sont données sur les lignes directrices des Nations Unies. C'est effectivement un problème très sérieux et évidemment, la réponse, c'est une plus grande harmonisation des positions des pays. Alors, l'harmonisation ne devrait pas se faire dans le sens d'une plus grande demande d'exonération, mais plutôt de demander moins d'exonération de façon à ce que les partenaires d'un projet de cofinancement soient mis dans la même position concernant leur contribution au projet. Soit dit en passant, lorsque les Pays-Bas avaient annoncé qu'ils acceptaient désormais de payer les impôts reliés à leur projet de développement, ils avaient souligné ce problème. Ils avaient dit, bon, ça nous défavorise un peu lorsqu'on est dans un projet de cofinancement, mais on encourage donc nos partenaires à suivre notre exemple. Merci beaucoup pour ce complément. Alors, on va encore prendre une question et il y a une question tout à fait intéressante qui vient de nous être posée parce qu'elle est intéressante parce qu'elle elle relève une question importante puisqu'il s'agit de demander quelles sont les pistes qui pourraient exister pour engager la Chine vers la fiscalisation de l'aide. Alors, comme on sait que c'est un bailleur très important dans les pays en développement, la question paraît judicieuse. Qui veut répondre? Qui a une idée? Est-ce qu'il y a des orientations qui ont été définies Je pense que c'est Jacques Sasseville. Oui. Je pense que le premier pas, c'est celui de la transparence. Dans la mesure où les exonérations et les dispositions des conventions d'assistance technique, souvent, c'est le type de conventions qui sont conclues, dans la mesure où ces conventions, et je pense que la représentante de la Commission l'avait souligné, ne sont pas publiques, sont difficiles d'accès, les pays qui exigent des exonérations spécifiques sont dans une position où ils le font, mais personne ne le sait. Et lorsqu'ils le font, on ne sait pas exactement de quelle façon que ça se fait. Alors, de publier, et c'est une des lignes directrices, et en fait, c'est la recommandation qui a aussi été adoptée par le comité des experts, de publier toute disposition dans un accord, dans un document, une convention visant des projets d'aide gouvernementale, de publier tout ce qui a rapport à la fiscalité. Je pense que c'est un premier pas, de façon à ce que les gens puissent réaliser qu'il y a quelques pays qui, contrairement à d'autres, exigent des exonérations. Et ça semble peut-être pas un pas très important, mais je pense que ça explique pourquoi, pour ceux qui ont suivi la dernière réunion du comité, la seule personne qui a parlé des lignes directrices dans un sens où il y avait quelques réticences, c'était l'expert de la Chine qui était un peu inquiète plutôt de cette recommandation sur la transparence. Et je pense que ça révèle exactement l'importance de cette recommandation. Oui, c'est clair, c'est un bon indice, effectivement. Je crois que c'est tout à fait intéressant de finir sur cette idée de transparence et sur l'importance que risque de jouer l'amélioration de la transparence pour aller pour faire progresser cette idée de fiscaliser l'aide publique au développement. Je crois qu'on a un petit peu dépassé le temps qui nous était imparti pour ce webinaire et qu'on va devoir clôturer cette séance. Je remercie au nom de la FERDI et au nom de la plateforme pour la mobilisation des ressources intérieures publiques tous les intervenants qui ont bien voulu accepter de participer à ce webinaire. Je remercie aussi les participants parce que, comme vous l'avez déjà noté, ils ont été nombreux à nous suivre cet après-midi. Et voilà, je vous propose qu'on se retrouve pour le prochain webinaire organisé dans le cadre de la plateforme. Le thème n'est pas encore fixé, mais si vous allez si vous suivez la plateforme sur le site de la FERDI, vous en serez
averti en temps utile. Il devrait avoir lieu au début 2021. Alors, merci à tous, bonne fin de journée et à bientôt.